faut vraiment sortir de sa zone de confort. Il faut oser faire des choses qu'on n'a pas osé auparavant, bien qu'on n'ose pas faire. Bon, je parle pas non plus des choses bizarres ou bien des choses illégales. Enfin, j'avais fait une rupture conventionnelle de ma première expérience en contrôle de gestion parce que vraiment, j'avais besoin de plus. Je voulais pas rester en fait dans cette zone-là, dans ce métier, enfin dans les tâches que je faisais au quotidien. Et ça, c'est aussi une sortie de zone de confort. Parce qu'il y a des personnes, une fois qu'elles ont trouvé le CDI, elles sont dans cette zone de confort-là. Donc, il faut oser se dire, non, moi, je veux plus, je veux, voilà, me développer. Donc, un jour, du jour au lendemain, j'ai pris un billet d'avion pour les États-Unis. Et je connaissais personne, j'avais pas de famille, personne, rien. Performance dans les études dépend énormément du quotient émotionnel. Moi, j'aime toujours dire, mais je peux compter le nombre de fois où j'ai levé le doigt à l'école pour poser une question. Timidité pro max, comme on dit. Est-ce qu'on peut guérir totalement de toutes les blessures intérieures? Oui. Ne restez pas seul avec cette blessure, avec ce mal-être, parce que ça va clairement vous ralentir dans votre destinée, mais également dans les exploits en fait que vous devez accomplir. Bonjour et bienvenue sur ce podcast Étudier à l'étranger. Si tu n'es pas encore abonné à ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker parce que aujourd'hui nous recevons quelqu'un de qualité, une dame, vraiment une femme qui booste les jeunes femmes, qui booste les femmes dans ce qu'elle fait. En tout cas, moi, je suis très inspiré parce que les femmes retrouvent en fait leur compte. Et vraiment, c'est une grâce, c'est une faveur de la recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Et je ne vais pas en dire plus, on va laisser se présenter. Et puis, au fil de l'eau, on va poser quelques questions, surtout pour te booster toi dans tes études en tant que femme. Aujourd'hui, en tout cas, la femme est mise à la première place, est mise à l'honneur. Donc, mais bien évidemment, c'est aussi pour les hommes. Mais notre cible aujourd'hui, c'est principalement les dames. Voilà. Et bonjour Claudia, bonjour, comment tu vas? Bonjour Luc, ça va super bien. Et toi? Moi ça va, la forme, ça va très très bien. Et en tout cas, est-ce que tu peux juste te présenter un peu ton parcours en quelques mots pour ceux-là qui ne te connaissent pas? Ok. Donc du coup, Claudia Vanguard. Par rapport à mon parcours, alors après mon baccalauréat scientifique au Cameroun, sachant que je suis pas camerounaise, hein, je suis centrafricaine, pour éviter toute confusion. Mais donc du coup après mon baccalauréat scientifique au Cameroun, je suis donc arrivée ici en France où au bout de 5 années d'études, du coup j'ai eu mon master en audit et contrôle de gestion. Et j'ai fait la plupart de mes expériences en contrôle de gestion. C'est un métier que j'aime énormément parce qu'il y a ce côté chiffre et ce côté humain, donc qui me caractérise assez. Et donc j'ai fait un certain nombre d'expériences en tant que contrôleur de gestion, en tant que salarié. Et ça fait déjà donc depuis quelques années, depuis 3 ans du coup, que je me suis lancée en tant que freelance. D'accord. Consultante, en tant que consultante du coup dans ce domaine-là, dans le domaine du contrôle de gestion. Ok. Et pour ceux qui ne connaissent pas, parce que comme sur notre chaîne, on parle également d'études, contrôle de gestion, qu'est-ce qu'il faut, quel bac qu'il faut? Est-ce que c'est unique pour le bac scientifique pour devenir contrôleur de gestion ou est-ce que c'est différent de la comptabilité? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour le contexte, pour ceux-là peut-être qui ont besoin d'orientation sur ce point-là? Ok. Alors, concernant le contrôle de gestion, ce qui est sûr, il faut aimer les chiffres. Ouais. Parce qu'on traite des chiffres, des tableaux de bord, on a le nez dedans à longueur de journée. Donc, il faut aimer ça. C'est-à-dire que si jamais, bon, ça peut arriver, hein, je sais pas si, par exemple, quelqu'un a eu un bac littéraire, mais assez quand même appétence pour les chiffres, la personne peut étudier le contrôle de gestion. De toute façon, moi, j'ai toujours tendance à dire que le contrôle de gestion, en fait, c'est beaucoup plus du terrain que de la théorie. Parce qu'en fonction des entreprises, en fonction des entreprises, de la structure, le contrôle de gestion peut être différent. Et quand on parle du contrôle de gestion, donc on va parler de suivi budgétaire, on va parler de l'accompagnement des opérationnels dans le suivi de leur activité, on va parler de suivi de coûts, on va parler de business plan. Donc voilà, le contrôle de gestion a vraiment, on va dire un peu ce regard transversal là sur toute l'entreprise, sur toute l'entreprise.
pour Mmh. pouvoir aider surtout aux décisions stratégiques. OK. Alors, le contrôle de gestion, c'est pas de la comptabilité. Et c'est vrai qu'on a tendance en fait à confondre les deux. Ouais, ouais. C'est En tout cas, pour les novices, pour ceux qui connaissent pas trop, ils se disent: «Bon, est-ce que c'est pas pareil?» Ou est-ce qu'ils suivent pas la même voie à un moment et puis ça bifurque un peu? Non, je sais pas. Mais justement, en fait, moi, le contrôle de gestion, à la base, quand j'ai commencé mes études, j'ai fait un DCG, donc qui est assez connu, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion et qui débouche normalement sur l'expertise comptable lorsqu'on va jusqu'au bout. Ok, donc c'est la OK, comptabilité pure. OK, Mais avec ce diplôme-là, donc il y a le DCG, le DSCG et le DEC, donc le diplôme OK. d'expertise comptable. Ouais, Donc moi, je me suis, enfin, quand j'ai fait mon DCG à ma troisième année, pour mon stage de troisième année, j'arrivais pas à trouver un stage en comptabilité. OK. Donc j'ai trouvé une place dans un bureau de contrôleur de gestion. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier de contrôleur de gestion et que je me suis rendu compte que, au final, en fait, c'est ce métier-là qui me va. La comptabilité, c'est vraiment, voilà, on est plus dans les comptes, on est plus dans les comptes, on est plus vraiment dans le compte de résultat, le bilan. Alors que oui, le contrôleur de gestion, c'est vrai qu'il est important qu'il puisse avoir des bases comptables Mmh. par exemple, l'analyse du profit, l'analyse de la perte. Il a ces bases-là, mais c'est pas un comptable. Un comptable peut devenir un contrôleur de gestion comme un contrôleur de gestion peut devenir un Mmh. comptable. Mmh. C'est deux métiers totalement différents. Les contrôleurs de gestion sont plus vraiment dans la stratégie, dans l'analyse des chiffres, de comprendre les écarts, de faire parler les Mmh. chiffres. D'accord, OK. Alors que le compta, c'est plutôt l'établir, les chiffres en Exactement, c'est ça. OK, C'est OK. ça. Donc Ouais. vous travaillez, enfin, dans le quotidien, j'imagine que vous prenez les chiffres des comptables, enfin et puis vous arrivez à les faire parler, quoi. Exactement, Vous c'est ça. travaillez en connivence, on va dire, hein? Exactement, OK, c'est ça. OK. On les Ouais, fait parler sous forme de tableau de bord, sous forme ouais. de graphique, sous forme de key indicators, je sais pas comment, indicateurs clés, sous Ouais, forme ouais, OK. d'indicateurs clés. Les Donc KPI, tout ça, est-ce que c'est KPI, OK, exactement, d'accord, exactement. OK. Et là, bah, enfin, moi, je pose des questions vraiment pour ceux-là qui se connaissent pas. Bon, moi non plus, je me connais pas, la vérité. Tout à l'heure, tu as parlé des parce que je sais qu'il y a un diplôme pour devenir expert comptable, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différents types de diplômes ou de concours à faire et à quel niveau on le fait? Est-ce qu'on le fait à la licence? Est-ce qu'on le fait au master? Ça se passe comment en fait, OK. exactement? Alors, moi, j'ai toujours conseillé, en fait, pour devenir contrôleur de gestion ou même comptable, hein. Franchement, le DCG, même à l'heure actuelle, c'est un diplôme qui reste répandu, qui reste demandé par les entreprises. Après, il y a d'autres, Ça veut dire quoi? Je te coupe, ça veut dire quoi le DCG? pardon, oui, le DCG, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion. OK, Donc, on a le diplôme de comptabilité de gestion, le DCG, donc qui est, le niveau, licence. d'accord, c'est Et une liste. puis, pour aller au niveau master, on a le DSCG, diplôme supérieur de comptabilité de gestion. Mmh. Et ça nous donne du coup le niveau master. Et ensuite, maintenant, pour pousser plus loin, pour aller à l'expertise comptable, où on a une expérience pendant 3 ans dans un cabinet comptable, OK, on fait du coup un DEC, le diplôme OK, d'expertise comptable. d'accord. Mmh. OK. Et ça, en fait, c'est en parallèle par exemple, pour quelqu'un qui fait, je sais pas moi, la licence, en parallèle de sa licence. C'est-à-dire que pour le DCG, Mmh. tu fais en même temps la licence, je sais pas moi, la licence d'économie, mais tu peux aussi avoir le DCG, c'est ça? Ou c'est les 2 en Non, 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 le DCG, c'est vraiment un parcours, c'est pas un parcours, enfin, tu peux faire le parcours en parallèle dans le sens des équivalences. OK, c'est OK. Ah ouais. possible c'est possible d'avoir, par exemple, un BTS et ensuite de poursuivre, en DCG. Pas en commençant dès la première année, mais tu peux commencer, par exemple, dès la deuxième année grâce au système des équivalences. OK. Mais ça, on le fait où? Moi, je croyais que c'était plutôt un diplôme en plus quand tu as une licence, je sais pas, en économie. Mmh. Et puis tu fais le DCG ou les autres après pour le master et puis pour l'expertise comptable. Ça, Mmh. est-ce que c'est une école de commerce directement ou c'est à la fac? Ça se Ça passe peut comment? être, ça peut être dans une école de commerce, comme ça peut être à la fac. Par exemple, moi, dans mon cas,
Alors Mhm. c'est assez particulier, atypique. Par exemple, moi, mon DCG, je l'ai fait dans un lycée. Ah oui, ok. Ouais, dans un lycée, du coup, avec la partie études supérieures, où du coup, Ouais, ils proposaient un DCG. d'accord. Et là, c'est 3 ans également, comme la licence. 3 ans, tout à fait. C'est 3 ans intenses. En fait, c'est comme la prépa, quoi. Oui, exactement. C'est comme la Ok, prépa. Mm. d'accord. Ah, ok, ok. Bon, en tout cas, j'espère que pour ceux-là qui sont intéressés par la compta, contrôleur de gestion, je pense que vous avez des réponses. Ouais. Juste une dernière question par rapport à ça. Ça ressemble à quoi être contrôleur de gestion au quotidien, tu vois, en tant que femme? À quoi ça ressemble réellement tes quotidiens? Bon, si on repart un peu dans la période où tu étais encore employé quelque part. Ouais. Ça ressemble à quoi la vie d'un contrôleur de gestion en tant que femme? En tant que femme, contrôleur de gestion, puis en tant que femme. Tu vois, les deux, si tu veux. Alors, comme je l'ai dit, hein, le contrôleur de gestion, il a constamment le nez dans les chiffres. Donc, c'est vraiment de l'analyse au quotidien. C'est vraiment de l'analyse au quotidien. C'est vraiment être alerte, en fait, à la moindre info. C'est-à-dire que même lorsque tu es à la pause café et qu'il y a une info qui passe, tu dois capter parce que en tant que contrôleur de gestion, le contrôleur de gestion ça demande d'être très réactif, Mhm. très réactif parce que voilà, le moindre retard ou lorsque tu loupes une information, ça peut jouer en fait dans une décision stratégique ou ça peut jouer vraiment dans la performance de l'entreprise. Donc tu es alerte en termes d'infos, voilà, de manière constante. Tu as le nez dans les chiffres, tu analyses. S'il faut s'il faut avertir, prévenir, il faut le faire au plus tôt. Donc voilà, donc c'est un peu ça et puis c'est aussi côtoyer en fait les services au quotidien. Tu peux pas dire que tu es un contrôleur de gestion et tu restes juste derrière ton écran. Non. Mhm. Mhm. Ça demande vraiment de côtoyer les gens au quotidien, ouais, et d'être diplomate aussi. Ouais, ouais. Et Mmh. quel type de logiciel vous utilisez au quotidien? Alors au quotidien, en tout cas les logiciels connus du marché, il y a Ok, SAP ok, oui. Finance, SAP Finance et il y a Navision aussi. D'accord. Mmh. Ok. Ok, en tout cas, merci. Je pense que pour ceux-là qui s'intéressent sur le sujet, vous avez toutes les questions, toutes les réponses plutôt pour soit continuer dedans ou réfléchir à nouveau. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est très intéressant. Mais Mmh. ce qui est sûr, pour ceux-là qui veulent se lancer dedans, il est préférable d'avoir un bon background en mathématiques ou de manière générale dans les matières scientifiques. Parce Mmh. que si ça va comme la prépa, il faut se préparer quand même. C'est ça. Il faut se préparer quand même les gens. Mais c'est possible en fait, c'est possible, c'est pas impossible. Il n'y a rien qui est Mmh. impossible. Mmh. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à poser les questions dans les commentaires pour dire qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs. Et Mmh. si vous avez choisi cette filière, n'hésitez pas à mettre en commentaire également. Mmh mh. Donc, Claudia, on t'a invité également parce qu'on sait que tu as, j'ai envie de dire, tu parles aux femmes et on a vu beaucoup, enfin, tu organises beaucoup d'événements. Et j'ai également vu un livre que tu as produit, c'était juste wow, amazing. D'ailleurs, je vais mettre le lien Amazon. Je fais pas la pub, hein. J'ai pas de royalties, c'est sûr. Mais je le mets quand même dans la description. Je vais le mettre dans la description pour ceux-là qui veulent, en tout cas, qui veulent l'acheter et tout. Et franchement, on va revenir sur le livre, mais déjà sur les femmes. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a poussé à pouvoir te lever en tant que femme et proposer plus que des activités, mais en tout cas des plateformes de transformation des Mmh. femmes? Quelle était la source en fait de cette initiative? Alors tout simplement, c'est mon histoire. D'accord, C'est ok. mon histoire et c'est à partir vraiment de mon parcours que je me suis dit qu'avec ce que j'ai vécu, j'aimerais également le transmettre aux femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, je me suis rendu compte que lorsque une femme, se connaît son identité et surtout parce que je suis beaucoup dans la guérison, hein, de la guérison des blessures intérieures. À partir du moment où une femme est vraiment guérie, alors Mhm. là, on peut plus l'arrêter. Vraiment, elle a des Yes. rêves, elle a des projets, Ouais, elle a une vision et ouais, elle peut mettre en fait toutes ces choses en place, quoi. Elle peut, elle se met pas de limites. Elle se met pas de limites. C'est possible en fait de rêver grand, de rêver ouais. grand.
Donc, Ouais, ouais. c'est pour ça le battement de mon cœur. Yes, intéressant. Intéressant. Toi, c'est vraiment la guérison, les blessures intérieures. Donc, si tu es arrivé jusque-là, c'est que ce podcast, en tout cas, ce contenu t'intéresse et je te dis vraiment merci. La chose la plus simple et gratuite qui te coûte rien que tu peux faire pour soutenir ce podcast, c'est simplement de cliquer sur abonner, de liker et de partager. En tout cas, ça permet à l'algorithme de YouTube de pouvoir suggérer nos vidéos à d'autres. Est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est les blessures intérieures et comment toi tu procèdes justement pour aider ces femmes qui sont dans ce genre de situation? Mmh. Alors, quand on parle de blessures, hein, voilà, de blessures, tout court, hein, c'est lorsque, voilà, tu as une plaie, je sais Mhm. pas, tu t'es cogné quelque part ou bien une personne, je sais pas, tu marché dessus et puis ça a créé une plaie. Donc de la même manière qu'on peut avoir des blessures physiques, de cette même manière, en fait, on peut avoir des blessures, à l'intérieur. Alors pourquoi à l'intérieur? Parce que, en général, ça touche, surtout le cœur. Ça touche surtout Mhm. le cœur. Par exemple, ça peut être, un père absent, qui a créé, par exemple, un manque et qui finalement, en fait, c'est devenu une blessure. C'est devenu une blessure. Ça peut, voilà, ça peut être, des violences, hein, des violences, par exemple, qu'une personne a vécu dans sa vie et qui a finalement a créé, une blessure, pardon, voire des traumatismes. Donc c'est vraiment à l'intérieur, ça touche vraiment, le cœur et ce qui fait que lorsqu'on a ces blessures-là, parfois ça modifie notre comportement, ça modifie notre façon de nous voir. Ça vient toucher à notre, estime de soi et ce qui fait que, parfois, ben, la voie qu'on était supposé emprunter au départ, si on n'avait pas vécu ces blessures-là, finalement, on emprunte une autre voie, qui ne nous mène pas, comme j'aime bien le dire, vers notre destinée, vers là où on était supposé être. Yes, yes. Donc voilà. Ok. Donc tu Mmh. dis que les blessures intérieures, ça peut être par exemple l'absence d'un être cher, que ce soit un père, enfin, un père, une mère. C'est ça. Et, euh, et en fait, là, la question qui me vient là, mais dans le quotidien, comment on peut détecter ça? C'est-à-dire pour une personne qui dit, bon, mon père n'a jamais été là, bon, c'est pas mon problème. Est-ce que cette personne-là, comment tu amènes des personnes, par exemple, à se poser la question en se disant, bah, en fait, là, en fait, j'ai une blessure intérieure. Comment l'identifier réellement, en fait? C'est vrai que Mmh. pour certaines personnes, tu peux te dire, bon, mon père était absent, c'est pas mon problème. Ouais. Limite, je m'en tape. Mais est-ce que ce langage-là, est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un a une blessure intérieure? Ou y a-t-il des questions à se poser pour se dire, après avoir répondu à ces questions, on se dit quand même, je pense que j'ai quand même des blessures intérieures. Ouais. Ouais. C'est vrai que sur le coup comme ça, quand une personne dit, voilà: «Mon père n'a pas été là, moi j'ai toujours été rejetée par ma famille de toute façon». Sur le coup comme ça, on peut pas forcément identifier, qu'il y a une blessure. Bon, heu, sauf les connaisseurs, Ouais. sauf ceux qui connaissent déjà ce type de cas savent qu'il y a forcément une blessure. Et en général, par exemple, avec ma plateforme, par exemple, on organise des brunchs entre femmes et ce qui fait que, enfin, on prend un petit groupe de femmes, vraiment un petit groupe et le but, c'est vraiment, en fait, de pouvoir, passer déjà un temps de qualité, mais de prendre des temps où on va aller, vraiment en profondeur. C'est-à-dire, OK, pourquoi, par exemple, j'aime être seule? Pourquoi j'aime être indépendante? On va aller vraiment par des questions. Au fur et à mesure, on va creuser le pourquoi. On va creuser le pourquoi. À chaque fois, on va Mm. interroger, en fait, chaque réponse et au final, la personne va finir par dire que: «Mais en fait, c'est parce que dans ma famille, on on m'a pas aidé quand j'avais besoin d'aide» Mm. et à un moment donné, on va commencer à voir, en fait, qu'il y a une émotion qui ressort. Soit une émotion de tristesse, soit une Ouais. émotion de colère quand la personne en parle et quand il y a, en fait, cette émotion-là qui ressort, quand c'est pas la joie tout simplement, ben, là, ça se voit qu'on a touché, bah, là où il fallait toucher, là où il y avait la blessure et du coup, l'émotion se manifeste et donc, bah, la blessure est tout simplement exposée. Mm. Mmh. Ok, ok. Et du coup, la plateforme que tu parles, c'est bien Healing Your Destinies. C'est Non. ça, oui, Ok, c'est Healing Destinies. Mmh. ok, ok. D'ailleurs, je mettrai le lien LinkedIn également dans la description, donc n'hésitez pas à aller regarder. En Mmh. tout cas, il y a des très bons, bah, des très bons brunchs qu'ils font, surtout c'est plus à Toulouse, c'est ça? C'est pas Pour Toulouse? l'instant, c'est à Toulouse, Toulouse. mais en tout cas, c'est amené à grandir.
Ok, Mm. yes, yes. Mais du coup, comment vous emmenez ces personnes-là à guérir réellement de ces blessures intérieures? J'imagine que là, votre cible, c'est juste les femmes, mais les hommes également, c'est pareil pour les hommes, hein, Oui, 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 c'est sûr, c'est Ouais. sûr. Bon, c'est vrai que j'avais sur un coin, on va dire, de ma tête les hommes, parce qu'effectivement, les hommes également ont besoin de guérison. Ouais. Ils ont besoin de guérison. Mais c'est vrai que pour l'instant, vu que aussi le comité, en fait, Dealing Your Destiny, ce sont des femmes, Ok, on s'occupe plus des problématiques des femmes parce que nous-mêmes, nous sommes des femmes, donc ouais, on connaît nos problématiques. c'est clair. Ouais. Ok. Mm. Et du coup, comment vous procédez, du coup, vous, on va dire, quelle est votre recette pour pouvoir aider? Parce que je pense que vous les aidez et c'est à eux-mêmes de pouvoir se booster enfin, se booster. Enfin, comment vous les accompagner justement à guérir Mm, mm, de ces blessures-là? mm. Euh, ben, déjà, comme tu pouvais aussi le supposer, il faut déjà de la volonté personnelle. On ne peut pas guérir une personne qui ne souhaite pas guérir ou bien qui n'a pas la volonté. Qui ne reconnaît pas déjà qu'il y a des blessures. C'est ça, qui ne reconnaît pas. Donc, déjà, le fait de pouvoir poser toutes ces questions durant ces temps de brunch, ça permet déjà de reconnaître que, bah, du coup, là, il y a une blessure. Il y a une blessure. Et ensuite, en fonction de ce que la personne veut, de ce que la femme, elle veut, on peut maintenant faire, on va dire, un suivi un peu plus poussé, mais là, mais plutôt là en one-to-one, parce que là, on est en groupe. Là, vraiment, on passe en one-to-one où maintenant, on prend vraiment le temps de discuter. On prend le temps de discuter. On fait également des exercices. On fait également des challenges. Par exemple, ça peut être écrire une lettre à la personne qui nous a blessés. Pourquoi pas, si c'est possible, euh, voir discuter avec la personne, mais surtout déjà se pardonner soi-même. C'est très important, se pardonner soi-même et pardonner la personne. Et en fonction de comment est-ce que la personne avance dans les étapes, au fur et à mesure, la guérison se produit. Mais ce que je souhaite également ajouter, c'est qu'il y a une part très importante parce que Healing Your Destiny, sa fondation également, c'est Christ. C'est Ok. vraiment Christ. Parce que nous qui sommes dans le comité, Jésus-Christ, tu veux dire, pour ceux-là qui... alors c'est la foi chrétienne. D'accord. Vraiment, la Ok. foi chrétienne, c'est Mhm. Jésus-Christ. Mhm. Et nous qui sommes dans le comité en fait d'organisation Dealing Your Destinies, Mhm. on est pour guérir, on est vraiment passé par Dieu nous a guéris, hein, Dieu est intervenu dans notre processus de guérison. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment une part où que la personne soit croyante ou bien que la personne ne soit pas croyante, mais on va lui proposer quand même également cette part où il va falloir faire un cheminement du coup avec Dieu, si elle le veut, Mhm. bien évidemment. Parce Mhm. qu'on considère que nous-mêmes humains, avec notre propre force, avec nos propres Ouais, forces, ouais, on ouais. peut pas guérir de nous-mêmes. Même si on guérit, ça risque de ne pas tenir sur la durée. Donc, il faut quelque chose d'un peu plus supérieur Ouais. encore. C'est vrai, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Et du coup, ça prend moins combien de temps pour pouvoir. Je pense que ça varie en fonction de la personne. Mais est-ce qu'il y a oui, de la volonté, de l'implication de la personne? Mais est-ce qu'il y a une moyenne, c'est-à-dire quelqu'un une- qui veut guérir rapidement, ça se passe comment? Est-ce que ça prend du temps? Mm, Comment ça mm. se passe? Est-ce que tu as une manière générale, une moyenne du temps que ça prend pour guérir? Ben, Enfin, par contre, la question qui me vient, pardon, c'est avant ça, est-ce qu'on peut guérir totalement de toutes les blessures intérieures qu'on a? est-ce qu'on peut guérir totalement de toutes les blessures intérieures? Oui, Ouais, totalement. C'est possible. ok. C'est possible. Si on a la volonté, si on le veut, on peut complètement guérir. On peut complètement guérir. Et alors, combien de temps ça prend? Comme tu dis, ça va vraiment dépendre de la personne. Il y a des personnes qui vont avoir des déclics et puis Mhm. ça va aller assez rapidement. Il y a des personnes, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Ça va aller peut-être de 3 à 6 mois, voire plus. Mais ce qui est sûr, nous, en tout cas, en ce moment, on est aussi en train de ficeler, on essaie de ficeler vraiment un programme où on se dit qu'on va aller
de 3 à 6 mois s'il le faut. Mais on va pas au-delà, sachant que, comme je l'ai dit, un autre conseil également, c'est à côté, il faut également avoir un accompagnement spirituel. C'est important. Mhm, mhm, mhm. Mm. Ok. Et là, les femmes que vous recevez, bah j'imagine que les cibles, parce que là, on est plutôt sur une cible étudiante, même s'il y a d'autres personnes qui vont le suivre qui sont plus étudiants, Mm. mais c'est pour les femmes de manière générale. Et le trauma, souvent, bah, moi, je sais que tu me diras mieux, c'est-à-dire que les experts disent que c'est à partir de 7 ans que la personnalité d'un enfant commence à se construire. Donc, si tu es étudiant ou si tu es étudiante, ça veut dire que tu as déjà dépassé 7 ans. Ça veut dire que tu es concerné. Ça veut dire que tu es concerné parce qu'on dit, parce qu'il y a certains étudiants qui me disent, oh non, moi, ça ne me concerne pas, ce qui me dirait, c'est les études. Oui, c'est les études, mais ces études-là, tu peux mieux les passer si, en fait, même la confiance, moi, je pense que la performance dans les études dépend énormément du quotient émotionnel. Et le quotient émotionnel, bah, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que si de l'intérieur, tu n'es pas guéri, bah, ça va être compliqué de pouvoir performer parce que tout le temps que tu le liras, tu penseras à ton père ou à ta mère. Bon, vraiment, c'est pas pour te décourager, mais qui t'avait dit tu es médiocre, tu es bête, tu es ceci, tu es ceci, Yes, yes. alors que c'est pas le cas en fait. Donc, en fait, j'ai l'impression que ce sera comme un plafond pour toi. Donc, tu as vraiment besoin de guérir même pour performer dans tes études ou encore même au-delà parce que les études, c'est juste un passage dans le monde professionnel. Donc, c'est vraiment, ça te concerne vraiment. Et je sais pas, Claudia, si tu peux dire un mot aux étudiantes ou même aux étudiants qui nous suivent pour leur dire, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est vrai que là, c'est à Toulouse que vous faites, mais il y a des étudiants qui, par exemple, qui sont en Afrique, qui sont, je sais pas moi, en Amérique latine. Mais qu'est-ce que tu peux leur dire là pour pouvoir, en fait, s'ils identifient, ils reconnaissent qu'ils ont des blessures intérieures, et comment ils peuvent faire justement pour guérir de ça, même s'ils ne reconnaissent pas, ou quel est le pas qu'ils peuvent faire pour que quelque chose se passe dans leur vie, justement. Alors, le pas qu'ils peuvent faire, bah, clairement, c'est de demander de l'aide. Yes, ok. C'est de demander de l'aide. C'est d'identifier, en fait, si vous avez une personne de confiance dans votre environnement, à qui vous pouvez parler de ce que vous avez vécu. Vraiment une personne de confiance, hein. Quand je dis une personne de confiance, c'est pas juste le pote et tout, avec lequel vous tapez vos bails et tout ça. Non, c'est vraiment une personne de confiance qui a de la sagesse. Ouais. Qu'on reconnaît que cette personne a de la sagesse et de pouvoir se livrer à cette personne et de dire clairement, en fait, qu'on a besoin d'aide. De dire clairement qu'on a besoin d'aide. Après, il y a sûrement d'autres plateformes, comme, voilà, Healing Your Destinies, ce qu'on voilà, on veut proposer du coup pour les femmes. Il y a, oui, il y a des relations d'aide. Si vous avez également cette foi chrétienne là, même à l'église, il y a par exemple des départements qu'on appelle par exemple des soins pastoraux, où vous pouvez demander de l'aide. En fait, dans tous les cas, ne restez pas seul avec cette blessure, avec ce mal-être, parce que ça va clairement vous ralentir dans votre destinée, mais également dans les exploits en fait que vous devez accomplir. Yes. Et moi là, ça me fait penser parce que je discutais avec une enseignante qui est en Afrique, qui me disait en fait qui a commencé en fait un travail un peu de social auprès des élèves parce qu'en fait elle avait remarqué qu'il y a des élèves qui sont un peu on va dire qui dont le corps a été un peu dégagé rapidement, qui subissaient en fait par exemple auprès des enseignants, certains enseignants, un peu comme une forme d'harcèlement, tu vois. Et elle me disait en fait je me rends compte que beaucoup d'élèves sont limite harcelés par des enseignants, par des profs du coup, par les profs. Et je me dis mais comment ça peut arriver, et même en 6e quoi. Il me dit même en 6e il y a des choses qui arrivent. Donc ces élèves là, si elles n'ont pas quelqu'un qui peuvent discuter ou quelqu'un qui peut rapidement intervenir, en disant ils auront beaucoup de traumas en fait, beaucoup de traumatismes, beaucoup de problèmes intérieurs, alors que ils n'ont rien demandé. C'est vrai, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Et donc, pour toi qui me suis, si tu es dans ce cas-là, n'hésite pas, m'a dit Claudia, d'aller consulter, même une dame que tu vois qui est respectable à l'école, ou même ta maman. Souvent, le problème avec ça, c'est que les ados, je ne sais pas si tu as un mot à dire dessus, mais les ados, même jusqu'à encore à 19 ans, ils ont un peu ce conflit-là avec, surtout les dames, ils ont un peu ce conflit-là avec leur maman. Du coup, ils ont du mal à se confier à leur mère. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux dire dessus pour
pour les femmes. Elles peuvent développer cette relation-là entre mère et fille. Ouais, c'est vrai que ça dépend de la relation. Ça dépend de la relation parce que il y a certaines personnes en fait qui ont vécu des relations conflictuelles avec leur maman. Mhm. Et c'est possible également d'avoir des cas où la maman elle était absente ou bien peut-être qu'elle était trop dure, mais peut-être également par rapport à son histoire, hein, par Mhm. rapport à son histoire. Donc parfois c'est vrai que c'est difficile de venir se confier à la maman. Mais déjà je dirais en fait que pour celles qui ont de bonnes relations avec leur maman, parfois même la solution se trouve dans la bouche de nos mères, hein. Ouais. Donc, c'est vraiment ne pas hésiter à en parler avec la maman et voilà, de dire que maman, j'ai ça, je vis ça. Et si tu reconnais que tu as une bonne relation, discute-en avec ta maman. Après, il y a toujours une tante. Il y a toujours une tante sympa à côté, à qui je peux aller parler et qui peut-être va aller souffler à maman que, voilà, ta fille, elle a ça, 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 et qui va essayer on va dire d'arrondir un peu les bords, voilà, pour que maman sache comment réagir. Donc, Mhm. voilà. En tout cas, moi, je comprends ce que tu dis là, c'est de ne pas garder les choses pour soi-même Yes, yes. et vraiment aller en fait en parler Mm, à une personne de confiance, parce que si tu en parles pas à la personne de confiance, il risque d'amplifier encore la chose. mm, Mais surtout ne restez pas seul. En tout cas, c'est le message que tu veux dire à travers là. exactement. Ouais. Exactement. Ok, ok. Mm, Si on revient un peu sur tes études, mm, tu as dit que tu as étudié, tu as fait le bac au Cameroun mm, et tu es venu en France après ton bac. mm. Et moi, ma question, c'est de savoir, mais là, en tant que du coup, étudiante étrangère en France, on va dire, qu'est-ce que tu as appris depuis ce parcours-là? Parce que là en fait, c'est une grosse retour, enfin, un retour sur expérience qui est énorme. Je ne sais pas Ouais. en trois mots si tu peux dire qu'est-ce que tu as appris et quel conseil tu peux donner à une jeune qui arrive ou une jeune qui veut venir en France, se dire peut-être que je veux faire comme Claudia, mais je sais pas comment m'y prendre. Waouh, belle question, hein. Je me suis jamais posé cette question. C'est le but du podcast, c'est le but du podcast. Je pense que je me suis jamais posé cette question parce que à la base, je suis une personne en fait qui m'adapte facilement aux environnements. Ok. Donc, je m'adapte. Mais clairement, en venant ici en France, des gens découvrent une autre culture, Mm. on découvre d'autres mentalités. Et bien évidemment, ce qu'on doit tirer de là, c'est du bon. Ouais. Bon, Ouais. partout, il y a ce qui est à prendre de bon, ce qui est de mauvais, on laisse de côté. Donc, voilà, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est vraiment comment dire, déjà cette facilité à pouvoir s'exprimer, à pouvoir Mhm. dire, Mhm. à pouvoir dire ce qu'on pense. Par exemple, chez nous en Afrique, tu vas appeler ton chef chef ou bien patron, Ouais. alors que ici, on va s'appeler par les prénoms, on va se tutoyer. C'est quelque chose qui va un peu, qui va, qui va perturber. Mais, je pense que c'est, je veux dire, ça m'a permis vraiment de pouvoir, moi qui étais à la base quelqu'un en fait qui m'exprimait pas beaucoup, donc Ah oui. Ah, devenir, ouais, je m'exprime, non, mais quelle métamorphose! timidité pro max, comme on Ah dit. oui! Moi, j'aime toujours dire, mais je peux compter le nombre de fois où j'ai levé le doigt à l'école pour poser une question, Ouais. tellement j'étais timide. Mais vraiment, le fait d'avoir cette possibilité de pouvoir, voilà, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, ça m'a permis vraiment de pouvoir également, voilà, de m'ouvrir, de m'exprimer, de dire également que, voilà, j'ai mon mot à dire. Donc, Mhm. en fait, c'est ce qui est, on va dire, ce qui est bien aussi en France ici, c'est vraiment cette liberté d'expression. Bon, on prend les bons côtés.
la liberté de pouvoir s'exprimer, et voilà. Ok, Mm. ok. Donc, mais tu n'as pas fini de reprendre la question. Il y a liberté d'expression, c'est vrai. Mais qu'est-ce Ouais. que tu as appris de plus qu'un jeune peut se dire, ok, qu'est-ce que tu peux, enfin, je veux dire, inspirer un jeune pour dire, ok, moi j'ai appris ça, j'ai appris ça. C'est vrai qu'il y a la liberté d'expression. Peut-être qu'il y a d'autres choses que tu as appris, je sais pas, ou que Euh, même, alors, réalité, ouais. en réalité, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, après, j'ai passé, quoi, on va dire, 18 ans en Afrique. C'est pas non plus énorme, on va dire, pour les personnes qui ont passé plus de temps là-bas. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'est le nombre de possibilités qu'on a. Vraiment, on a vraiment beaucoup de possibilités. Euh, il y a vraiment moyen, en fait, vraiment de se déployer, de se déployer. Mhm. Ouais. Donc, je vois par exemple des personnes, hein, ou des étudiantes même qui vont lancer peut-être des petits business et tout. Parfois même, ça peut être juste pour se dépanner de la coiffure, par exemple. Mais Mhm. c'est quelque chose qui peut prendre une ampleur. Et c'est vraiment ces différentes possibilités qu'on a Ouais. qui m'a beaucoup marqué. Les différentes possibilités de se déployer. Ouais. Ouais, ouais. Et moi, ça m'amène à poser une question que je pense vraiment qui est très intéressante. C'est comment une femme ou comment un homme peut développer sa confiance en soi dans un Mm. nouvel environnement. Toi, en tête, tu es l'exemple parfait, c'est-à-dire que tu veux passer de l'étudiante, enfin de l'étudiant, du collégien, de la collégienne qui posait jamais de questions à quelqu'un qui prend la parole en public. Ouais. C'est c'est deux mondes différents. Ouais. Co- Ouais. com- Comment on fait pour justement pour augmenter ce niveau de confiance en soi là, Mm. quel que soit l'environnement dans lequel on y va en fait. Ok. Euh, bon, je vais parler de mon expérience, hein, Yes. clairement. Pour développer cette confiance en soi, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Il faut oser faire des choses qu'on n'a pas osé auparavant, bien qu'on n'ose pas faire. Bon, je parle pas non plus des choses bizarres ou bien des choses illégales. Non, C'est bien de le rappeler quand même. non, 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 non. Je parle vraiment voilà, des choses qui vont nous sortir de notre zone de confort, hein. Par exemple, je sais pas, faire un podcast, par exemple, c'est sortir de sa zone de confort. J'ai envie de partager, je sais pas, une expérience, quelque chose que j'ai. Euh, voilà, je prends la parole sur les réseaux sociaux, vraiment, mais des choses qui édifient, vraiment des choses qui édifient. Donc, c'est vraiment de pouvoir, en fait, se lancer ces défis au quotidien, de sortir de sa zone de confort. Moi, je me rappelle, par exemple, que il y a quelque chose qui m'avait énormément marqué et je pense que ça fait partie des choses qui m'ont profondément changé. C'est Mhm. lorsque après, enfin, j'avais fait une rupture conventionnelle de ma Mhm. première expérience en contrôle de gestion parce que vraiment j'avais besoin de plus. Je voulais pas rester en fait dans cette zone-là, dans ce métier, enfin dans les tâches que je faisais au quotidien. Et ça, c'est aussi une sortie de zone de confort. Parce qu'il y a des personnes, une fois qu'elles ont trouvé le CDI, elles sont Ouais, dans cette zone de confort-là. ouais, ouais, c'est le saint graal quoi. Mhm. Exactement. Donc, il faut oser se dire non, moi, je veux plus, je veux, voilà, me développer. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle pour aller voir ailleurs. Et pendant ce temps de recherche, bah, un jour, du jour au lendemain, j'ai pris un billet d'avion pour les États-Unis. Oula. Et je suis partie aux États-Unis et je connaissais personne, j'avais pas de famille, personne, rien, rien, rien. Mhm. Donc ça m'a vraiment, enfin là, ça m'a fait sortir de ma zone de confort de manière vraiment violente. Ouais, Et ouais. ça a développé en fait ma confiance en moi, que je suis capable en fait. Waouh. Waouh, waouh. En tout cas, intéressant, sors de ta zone de confort. Là, vraiment, c'est un message, sors de ta zone, quel que soit là où tu es, sors de ta zone de confort. Tu vois, il y a des étudiants qui me font rire, enfin, j'en ai qui me font rire. Il y a des jours, les étudiants me disent, non, moi, si j'ai la moyenne, je passe en classe supérieure, ça me va. Mais non, sors de ta zone de confort. Il n'y a pas juste d'avoir la moyenne, tu peux avoir 15, tu peux avoir 16, tu peux avoir 17. Mais ça, il faut étudier un peu plus, il faut étudier d'autres livres que d'autres. Enfin, j'ai envie de dire, on peut pas prétendre avoir les mêmes résultats, enfin les résultats différents avec les mêmes données, tu vois. Donc il faut changer
comme on dit chez nous en informatique, il faut que l'input. Il faut que l'input soit différent. Il faut que ce que tu fais soit différent pour avoir du coup, des résultats différents. Et ça passe par sortir de la zone de confort. Et ça va être désagréable, c'est sûr. Au Ouais. début, ça va être très désagréable. Parfois, tu auras un sentiment de honte, de peur et tout. Mm. Mais comme dit quelqu'un, le courage n'est pas l'absence de la Voilà. peur. Yes. C'est ça. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais c'est vraiment vaincre cette peur-là. Yes. Même si elle a peur en toi, mais tu dis, tu y vas. Ton corps peut trembler, tu y vas quand même. C'est Donc, ça. faut pas paniquer. Il n'y a pas mort d'homme, comme dit quelqu'un. Il n'y a pas mort d'homme. C'est ça. Il faut bien avoir des expériences dans la vie. Hein. De toute façon, comme on dit, c'est pas un échec, c'est une expérience en fait que tu as gagnée pour être Yes. meilleur pour le futur. Yes. Mm. Yes. Et une autre question sur ce point-là, c'est pour toi, quelle est l'importance du bien-être émotionnel et mental pour réussir en fait ces études? C'est vraiment, pour moi, ça fait partie des basiques. Ok. Ça fait vraiment partie des basiques pour d'être bien, bien dans sa tête, bien émotionnellement. Ça fait vraiment partie des basiques et c'est pour ça qu'une fois de plus, on va parler de la guérison. C'est très important de pouvoir reconnaître que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas besoin d'attendre 28 ans, 30 ans, 35 ans pour se dire ben non, je vais entrer dans mon processus de guérison. Même à 18, 19, 20 ans, mieux, au plus tôt tu t'en rends compte, plus tu rachètes le temps. Ouais. Plus tu rachètes le temps. Donc, c'est vraiment veiller vraiment sur son cœur. Si je suis en train de passer par, j'ai des examens qui arrivent, mais je ressens vraiment une profonde tristesse. Je ne suis pas bien dans mon âme. Je sais pas, par exemple, il y a des mauvaises nouvelles qui se sont enchaînées. Pose-toi pour déjà questionner, en fait, déjà ce mal-être et s'il y a des mauvaises nouvelles qui se sont enchaînées, comme on a dit, une fois de plus, en parler à une personne. Se libérer de ce poids-là pour pouvoir, voilà, bien faire ses études, bien faire son travail. Donc, c'est vraiment très important. Émotionnellement, mentalement et s'entourer surtout de bonnes personnes. Surtout Yes. de bonnes personnes. Ok. Mmh. Donc là, en fait, non seulement tu as donné l'importance, mais également comment garder Mmh. le fait de garder en fait ce bien-être émotionnel. Parce que moi, en tant qu'étudiant, franchement, je pense que Mmh. c'est le côté que je néglige le plus. On passe plus de temps, enfin, je sais pas, toi peut-être différemment, mais en tout cas pour la majorité des étudiants que je connaisse, ils passent moins de temps à se dire, bah, mon bien-être mental, émotionnel, à quel niveau il est, Mmh. que d'étudier. Je ne dis pas qu'il faut pas étudier, mais en tout cas, il faut au moins donner 10% ou 20% Ouais. de temps à consacrer de temps pour se dire: «Est-ce que mentalement, tout va bien? Est-ce que C'est ça. émotionnellement tout va bien?» Parce que souvent, par exemple, enfin, je pourrais me dire, je sais pas, mais souvent, ceux-là ces étudiants-là qui ont déjà échoué, qui ont eu un échec, émotionnellement pour eux, c'est très dur. Mmh. C'est très dur même pour rebondir, pour reprendre l'année. Donc, si tu es arrivé jusque-là, en tout cas, c'est que ce podcast t'intéresse et c'est une très bonne chose. Maintenant, si tu veux être accompagné, en tout cas, n'hésite pas à aller sur étudierdifferemment.com parce qu'on a lancé un site web pour t'accompagner, toi, dans tes études. Et là-dessus, quand tu vas sur ce site, tu verras, il y a un onglet qui est appelé m'accompagner, d'accord? M'accompagner. Et là-dedans, tu vas voir qu'il y a un formulaire. Justement, ça, c'est pour les personnes qui sont sérieuses et qui veulent, en tout cas, être accompagnées pour obtenir une inscription dans une université, que ce soit en France ou ailleurs. Et même, on va même bien au-delà dans l'accompagnement de telle sorte que tu puisses réussir tes études. Donc, n'hésite pas à aller sur ce site-là et à remplir le formulaire si toi tu y es intéressé. C'est pas pour les curieux, c'est pour ceux-là qui veulent aller à fond. D'accord? Et si tu as une question que tu veux qu'on puisse te répondre rapidement, en tout cas, je reçois beaucoup de questions, comment vous contacter sur YouTube, eh bien, ce site légalement est fait pour vous. Vous allez en bas de la page, en tout cas la dernière page, il y a un onglet qui est appelé Nous écrire, et là, tu remplis un formulaire très simple, en tout cas de 2 cases, tu as l'email puis le message, et là, on va te répondre très, très rapidement. Voilà. Merci à toi. En tout cas, merci de soutenir ce podcast. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Ça aide énormément.